Hier, quand le ministre est venu, il y avait une heure de retard. On s'est dit, tout le programme est parti après. Ah bah non, il a accéléré le truc. Enfin, il y avait sûrement d'autres choses à faire. Mais on a un timing nickel pour l'instant. Donc, une minute. Une minute avant de reprendre. Bon, les micros marchent. Il y a tout qui marche. Je sais pas, tout marche. Ah ouais, bah là, attends, à minute. Ah oui. Ouais, c'est un truc. Déjà hier matin, le truc qui ouvre, c'était plein de d'habitude. Ça ouvre. Non, je pense peut-être une 10 minutes. On voit les chiffres là. Ah ouais, tu préfères? Oh, bah, si tu veux. Oh, bah, t'as ton diaphragme, il est tout assez, c'est vrai. Tu pourras pas chanter assis. On dit que le plus dur, c'est le chanteur d'opéra qui est allongé. Ah bah là, c'est l'horreur. Des scènes de disparition. Bah, ils sont morts en général, ils sont un peu fatigués après. Voilà, il est 13 h. Merci à tous de nous rejoindre pour cette session centrée autour du métavers et de ses applications en santé. Je suis très heureux d'accueillir à cette table ronde le professeur Luc Solaire, qui est chirurgien et président de Visible Patient. Nous allons aussi échanger avec Denise Silbert, qui est PDG de Basile Stratégie et cofondatrice de VR for Health. Et puis David-Henri Bismuth, qui est directeur et responsable métavers et intelligence artificielle au cabinet PwC. Donc le principe de cette table ronde, on va essayer d'être déjà interactif, ce qui est quand même bien le moins avec du métavers. Donc on aura des périodes pour des questions-réponses assez importantes. Et l'enjeu, il est double. Il est de démystifier ce métavers et on va dire les environnements immersifs pour vérifier qu'on parle de quelque chose qui est un niveau de preuve clinique qui soit à la hauteur des attentes et non pas uniquement dans la com, l'exotisme et autres bids potentiels. On va voir qu'il y a des vraies applications en santé, qu'il y avait même des applications en santé avant que le métavers soit connu et reconnu. Et donc, sans plus attendre, on va commencer avec la première présentation qui est celle de Denise Silbert qui va nous faire un état des lieux de ce qu'est le métavers et de quelques applications potentielles en santé au travers notamment de diapositives et vidéos. Bonjour. Donc, merci pour cette invitation. Je voudrais juste vous demander combien de personnes ici ont déjà utilisé au moins une fois un casque de réalité virtuelle? Et combien de personnes pensent qu'ils ont à peu près une définition du métavers? Bon, on s'en va. Donc, ici, je voulais que vous voyiez l'impact potentiel de la réalité virtuelle pour des personnes qui n'ont jamais essayé. J'ai déjà eu l'occasion de le présenter. Ça a été créé par Oxford, une société de solutions en Angleterre. Et certaines personnes dans la salle ont été obligées d'éviter du regard parce que ça les impacte. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus important si vous êtes dans votre casque parce que vous avez une vision 360 en haut et en bas. Et en fait, c'est si vrai que ça a été publié il y a déjà 5 ans dans Lancet Psychiatrie, qu'après 5 sessions accompagnées, ces traitements pour la phobie, la théorie de l'exposition par la réalité virtuelle est toujours accompagnée par un psychologue ou un psychiatre, mais 5 sessions sont supérieures, puisque Fabrice demandait quel est le résultat, à des séances seules avec le thérapeute, et il y a là la référence. Ensuite, en dehors du domaine de l'anxiété, la rééducation physique est une excellente indication. Et je vous montre ceci. Il y a une société qui propose une certification des spécialistes de la rééducation, des kinés,
pour pouvoir utiliser leur logiciel en toute confiance. Et ça permet d'éviter les difficultés aussi de la personne seule, parce qu'il y a le comptage et il y a l'exactitude du geste grâce à la réalité virtuelle. Ici, qui peut faire sourire, mais c'est tout à fait juste, la préparation à l'accouchement. Je connais cette dame. Elle est américaine et après un premier accouchement, lorsqu'elle a dit au gynécologue que l'enfant était un peu groggy à la naissance, il lui a proposé ceci. Elle a eu 2 enfants avec. Il y a des études publiées qui montrent qu'avec la réalité virtuelle au niveau de la préparation, pour les femmes qui le voudraient, tout le monde n'est pas obligé, c'est mieux que sans pour diminuer l'anxiété et la douleur qui sont très intriquées. Et puis, la réalité virtuelle n'a pas que des utilisations thérapeutiques, ça peut aussi être pour la méditation. Donc, il y a une société qui s'appelle TRIP, T-R-I-P-P. C'est une application payante que l'on trouve sur les stores et qui a des millions d'utilisateurs. Ça marche très très bien et avec des études en plus, même si c'est pour le bien-être. Donc là, vous avez compris la puissance de la réalité virtuelle dans le monde médical. Et cette puissance est démontrée parce qu'il y a actuellement près de 2000 études enregistrées sur clinicaltrials.gov, qui est la base de données mondiale. Il y a environ 18 000 publications sur PubMed qui parlent de la réalité virtuelle. Et j'ai surligné en jaune le fait qu'il y a 100 études en double aveugle publiées dans PubMed, donc dans des revues de pairs. Alors qu'à droite, donc nous allons parler maintenant du métavers, il n'y a que 6 études sur clinicaltrial.gov et aucune en double aveugle. Donc le métavers dans le monde médical a des buts thérapeutiques et médicaux, je ne parle pas de la formation, est vraiment à ses tout débuts. C'est quoi? La meilleure définition que j'ai pu voir, et il y a un ouvrage best-seller par Matthew Ball, c'est le fait que le métavers serait une série de mondes virtuels reliés qui seraient sous usage avec immersion, interopérables, où vous pourriez translater ou importer vos actifs digitaux d'un endroit à un autre, qui serait sur une plateforme décentralisée, ce qui nous amène à tout le sujet du Bitcoin, de la monnaie virtuelle, puisque vous pourriez avoir des transactions dedans. Parce que c'est la réalité virtuelle. Inutile de rappeler les discussions actuellement vis-à-vis des autorités sont celles de réfléchir à des actes dans une nomenclature. Il y a la nomenclature des actes médicaux pour les infirmières et les médecins. Et on est en train de discuter avec eux d'un acte d'analgésie digitale ou numérique qui serait un acte spécifique, comme il y a un acte d'ambulatoire, de chirurgie ambulatoire avec analgésie classique. On en est aussi à réfléchir sur des actes d'usage d'outils de réalité virtuelle à domicile pour les infirmières, notamment dans le cadre de traitement des pansements douloureux, escarres, brûlures, etc. La Haute Autorité de Santé commence à se saisir du sujet parce que les résultats cliniques arrivent. C'est vrai qu'on ne peut pas être en avance de phase tant qu'on n'a pas de preuves cliniques. Néanmoins, on en est maintenant, et c'est d'ailleurs dès demain, les premières réunions avec le Haut Conseil et la nomenclature vont débuter pour réfléchir à des actes spécifiques autour de ces thérapies autour de la réalité virtuelle. La digital sedation existe ailleurs en Europe et aux États-Unis, donc c'est la même chose. Et la France est le principal pays en termes de recherche clinique pour la réalité virtuelle, si vous aviez vu la diapositive. Et il y a plein de vidéos à voir sur ce sujet sur vr4health.com. J'ai peut-être une chose que j'ai oublié de mentionner, parce qu'on parle beaucoup du patient, on parle beaucoup du praticien, et je pense qu'on oublie souvent l'infrastructure de santé qui gravite autour. Et sur toutes ces technologies-là aussi, il y a une vigilance à avoir sur la question de la cybersécurité. Parce que, alors heureusement, il n'y a pas encore beaucoup de données patients qui transitent. Demain, il y en aura probablement.
Et on le voit, il y a eu pas mal de sujets dans la presse passée sur des cyberattaques. Et c'est un sujet qu'il ne faut pas oublier. C'est aussi des portes d'entrée, des questions qui se posent notamment sur la partie hardware. Quand vous allez déployer des casques ou des solutions de réalité virtuelle dans votre entreprise ou dans votre clinique ou hôpital, etc., c'est quelles données vont transiter, dans quelle mesure ça peut être un gateway, un passage pour des hackers pour venir attaquer votre entreprise. Et d'ailleurs, nous, on l'utilise. D'ailleurs, vous pouvez, petite promo, passer sur notre stand A15, tester une simulation cybersécurité qui est une situation de crise, alors pas en santé, mais de manière générique, mais qu'on fait d'ailleurs régulièrement avec des cliniques, pour justement les sensibiliser sur ces questions de cybersécurité. Donc il ne faut pas oublier non plus la partie infrastructure qu'on oublie souvent, parlant du patient, du praticien. Pour un médecin, c'est très virtuel la cybersécurité, donc s'il peut y avoir effectivement des exemples concrets avec des immersions de cas, ça sera sûrement utile. Luc, j'ai une question. On vient de dire que dans l'enseignement assisté par la réalité virtuelle augmente les acquisitions, leur vitesse d'acquisition, leur qualité. Est-ce qu'on peut imaginer des masterclass en chirurgie, ou même carrément un enseignement classique de chirurgie pendant l'internat, dans lequel on immerge toute la promotion sur telle ou telle intervention où les uns et les autres peuvent manipuler? Parce que dans mon expérience, il y a beaucoup d'établissements où l'interne, avant qu'il commence à faire lui-même une intervention chirurgicale, il passe quand même quelques années, comme on dit, à tenir les pelles, c'est-à-dire tenir les écarteurs. Et il est probablement possibilité de faire un petit peu mieux avec ce type d'outil. Qu'en penses-tu? Alors déjà, ça existe depuis bien avant qu'on parle du métaverse, pour le coup, parce que les simulateurs de chirurgie, c'est ancien. Ce que ça peut apporter, on le voit par exemple avec une société comme Virtualisurge, c'est l'immersion dans un bloc représenté à échelle 1. Et donc, ça, c'est intéressant pour cet aspect échelle 1 à moindre coût. C'est un peu comme l'aéronautique, en fait. Il y a plusieurs apprentissages à faire. Le simulateur échelle 1, il est qu'à la fin de l'apprentissage, il n'est pas au début, ça coûte beaucoup trop cher. Donc ce type d'apprentissage, il doit faire partie absolument, en effet, des outils pour former l'étudiant. Moi, j'utilise le casque aujourd'hui avec des étudiants en 5e année de médecine sur l'apprentissage de l'anatomopathologie, en complément de l'apprentissage sur PC, lecture de l'image médicale, reconstruction 3D. C'est beaucoup moins cher sur PC parce qu'il n'y a pas de casque. Et surtout, ils peuvent repartir. Le soft étant gratuit, ils peuvent l'utiliser chez eux. Le casque, évidemment, lui, si on prend le HoloLens, c'est 5 000 €. Donc forcément, c'est un peu plus cher. Par contre, ça a un énorme avantage. C'est vraiment cette sensation, cette perception tridimensionnelle. C'est ça qui change beaucoup de choses, en fait. Et je reprends l'exemple de tout à l'heure. Quand on a vu les patients avec Madame Leca, il y avait un cas clinique un peu compliqué. On l'avait sur l'écran. On voyait bien sur l'écran en 3D, mais il y avait un truc qu'elle apercevait pas bien. Et à regarder, donc je mets le casque, je prépare le cas, et elle voit sur l'écran cette vue que moi j'ai. Mais elle l'a en 2D, moi je l'ai en 3D. Et elle dit, ah mais on comprend pas bien, là je lui dis, mais mettez le casque. Elle met le casque, elle dit, ah oui, ça change tout. Et ça, c'est exactement ça. Donc avec les étudiants, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'apport de ces techniques immersives, pour moi, c'est d'abord le 3D. Il y a d'autres méthodes. On a des écrans 3D au stéréo qui existent. Ça coûte cher, là encore. C'est peut-être des possibilités pour l'avenir. Je sais qu'il y a des travaux sur l'holographie d'un autre type. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment abouti. Nous, on a beaucoup travaillé avec la société Alioscopie, par exemple, qui fait des écrans extraordinaires avec énormément d'angles de vue. Le résultat est totalement bluffant. Tu te retrouves avec l'organe qui est là, tu vois, l'écran est derrière, l'organe est devant. Tu peux te passer ta main dedans. Enfin, c'est très très bluffant. Je pense qu'on est loin d'avoir fini et d'avoir épuisé les innovations dans ce domaine, mais ce qui est important pour moi, c'est cette perception tridimensionnelle, parce que pour l'élève, ce passage à la vue 2D qui est le scan, à la vue des planches qu'il a appris en anatomie, qui est aussi 2D puisque c'est des planches, à un vrai patient en 3D qui passe en intermédiaire par un patient virtuel qui est une copie, c'est vraiment utile et nécessaire. Parfait, très clair. Une dernière question? Non? Même si... Ah, pardon. Bien vu. Merci. J'ai une question, monsieur. C'est juste pour savoir, du coup, est-ce qu'il y aura une réévaluation du taux d'accomplissement du taux d'accomplissement à la fin des années de médecine, du coup? Une évaluation de quoi?
Est-ce qu'il y aura un meilleur taux de réussite? Ah, Voilà. Professeur? Je suis pas sûr que ça suffise, mais... Alors, je ne pense pas qu'on mesure comme ça en fait. Non. Ce qu'on mesure, c'est la capacité que va avoir l'élève une fois qu'il est... Par exemple, chez nous, quand il sort de notre service, il va aller dans des services de radiologie. Ils sont extrêmement plus performants, donc ils gagnent du temps dans leur service de radiologie parce qu'ils ont appris à lire l'image scan et qu'ils ont déjà dans leur tête la transcription en 3D de l'anatomie. Donc ils sont plus à l'aise et donc ils vont peut-être apprendre plus vite. À la fin, on apprend tous. De toute façon, alors ça peut prendre plus de temps pour certains que d'autres, c'est tout. Mais le système d'apprentissage en médecine, il est fait pour ça. Après, vous allez choisir votre spécialité. Il y en a qui choisiront radiologie, d'autres chirurgie, d'autres métiers, anesthésie, etc. Radio. On a tout plein de choix. Mais ce que ça permet vraiment, c'est un gain sur le temps de l'apprentissage. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je suis totalement d'accord. Et même flagrant, en fait. Et en effet, on peut se poser la question, ça ne doit pas être très dur de faire des études là-dessus qui le démontreraient, à mon avis. Il existe des études qui montrent que non seulement l'élève a appris plus rapidement, il accomplira le geste de façon meilleure. Et surtout quand on est en matériel et en temps limité. Enfin, je prends l'analogie avec les écoles de conduite. L'école de conduite, ça coûte cher, l'heure coûte très cher, passer son permis aujourd'hui coûte très cher. Beaucoup d'écoles ont développé des simulateurs. Voilà, donc vous allez dans une auto-école, vous allez conduire, c'est un jeu vidéo, tout simplement. Vous allez vous entraîner, mais du coup, vous allez évidemment pas apprendre à conduire tel quel, mais vous allez avoir des réflexes pour lire le panneau à gauche, le stop, voir s'il n'y a pas une voiture à droite. Et donc vous allez vous entraîner évidemment sur des choses annexes. Et pour moi, en tout cas, ces simulations dans le domaine chirurgical, même dans le domaine de la médecine, ça ne va pas remplacer l'acte en tant que tel, mais ça va permettre d'assimiler beaucoup plus vite tout ce qui tourne autour, les informations, les panneaux, le fait de contrôler, je dis n'importe quoi, l'oxymétrie, de contrôler où en est le patient en temps réel au moment de l'opération, ça va permettre de s'entraîner sans pour autant avoir un patient ou un patient inanimé, un cadavre. Sur ce joli mot, merci à tous et puis bonne continuation, bon salon à tous. Et vous pouvez échanger avec les uns et les autres.